Tout d'abord, je remercie tout le monde présent ici dans la salle. J'ai le plaisir qu'on vous présente des résultats de 2 rapports de recherche. Un rapport il s'agit des simulations expérimentales en soufflerie qui permet de regarder l'effet des bâtiments adjacents sur la dispersion des effluents issus des cheminées qui sont placés sur le toit. Et la deuxième partie, c'est des simulations numériques qui ont été développées pour étudier ce phénomène-là et qui étaient appuyées par des simulations expérimentales. Qu'est-ce qu'on voulait faire essentiellement ici? C'est qu'on veut étudier les effluents issus des cheminées en milieu urbain et essentiellement au centre-ville. Quand on parle de centre-ville, c'est essentiellement des commerces, des bureaux et des laboratoires, soit des hôpitaux ou pharmaceutiques ou universitaires. La majorité des gens qui sont 5 jours par semaine, 8 heures par jour, c'est des travailleurs et c'est eux qui vont être exposés s'il y a une contamination des prises d'air frais des bâtiments. Donc les contaminations issues des effluents des cheminées sont, on peut dire, épisodiques, c'est-à-dire ça se passe dans des conditions précises, selon la direction du vent, selon des circonstances, la position des bâtiments autour des bâtiments en question. Donc il y a des situations précises qui vont entraîner une contamination pendant une période de temps. Donc on peut être non contaminé dans une période, mais dans une autre période où le vent va favoriser le court-circuitage entre les effluents qui sortent de cheminées et les prises d'air propres, pourrait entraîner une contamination de l'air intérieur. Donc là, j'ai parlé des conditions épisodiques selon la direction de vent. On peut avoir des effluents qui vont se disperser dans une direction et s'il y a des prises d'air dans son chemin, ces prises d'air vont être contaminés. Donc il y a une partie de ces polluants qui sortent des cheminées qui vont se réintroduire dans le bâtiment par les prises d'air frais. Si on regarde les règlements de la santé et de la sécurité du travail, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport aux prises d'air? Les prises d'air doivent être placées de façon à ne pas introduire dans l'établissement de l'air préalablement contaminé ou malsain. Il ne dit pas comment. Comment il faut aller regarder comme le modèle HRE, mais le modèle HRE, il est utilisé uniquement pour un bâtiment isolé. Il peut être appliqué à la campagne, loin des villes, mais pas en ville. Donc il n'y a pas vraiment de modèles qui vont permettre de prévoir la dispersion de la pollution issue des cheminées pour éviter la contamination des prises d'air. D'où c'est essentiel de faire ce travail. Bonjour. Donc aujourd'hui, on peut parler de qualité d'air. Qualité d'air, pas dans le sens des composants chimiques, de la toxicologie des composants toxiques, mais plutôt du mécanisme de transport. Donc on dit la composition chimique, oui, est importante, mais la façon comme ça se déplace, un polluant d'un point A à un point B, c'est aussi très important à observer. On a intérêt à modéliser le transport de polluants dans l'air de façon expérimentale et numérique. On veut comprendre la trajectoire des polluants et on veut proposer des recommandations pour limiter la réingestion des polluants dans les bâtiments. Donc ça résume un peu le titre des deux rapports. Ici, il y a une petite liste avec quelques associations qui donnent des recommandations. Donc je nomme quelques-unes. HRE, par exemple, qui propose un débit fixe de 2000 fpm à la sortie ou une vitesse de 1,5 fois la vitesse du vent. Le HIH, il recommande des cheminées de 10 pieds d'hauteur ou des débits de sortie de 3000 fpm, ainsi de suite. Donc il y a des standards que les ingénieurs peuvent utiliser pour faire des études de cheminée et être assuré qu'il n'y a pas de problème de réingestion. Donc pourquoi l'effet des bâtiments adjacents, c'est très important à considérer. Ça, c'est un test de visualisation qu'on a fait à Concordia. Donc imaginez que vous avez un bâtiment carré avec une cheminée au milieu du toit. Il y a des produits toxiques qui sortent par la cheminée. Donc on a le vent qui bouge de gauche à droite. Bon, ça c'est assez intuitif. Donc le résultat, c'est assez intuitif. Donc le vent va diluer les contaminants, il va les disperser ailleurs. Donc
Qu'est-ce qui arrive si on place maintenant un bâtiment en amont de ce bâtiment émetteur? On voit ici le bâtiment émetteur. Ça, c'est les mêmes conditions du vent, de gauche à droite, mais les contaminants vont se déplacer dans le sens contraire. Et là, vous voyez clairement qu'il y a un problème au niveau de la façade du bâtiment. S'il y a des prises d'air propres dans cette façade-là, ils vont absorber tous les contaminants qui viennent de la cheminée. Donc ça, c'est le problème des bâtiments adjacents. C'est comment est-ce qu'ils vont altérer la dynamique de l'écoulement tout près de la source. La même chose, si on a un bâtiment en aval, la structure de l'écoulement est tout à fait différente. Maintenant, il y a une espèce de, on appelle ça le downwash. Il y a une concentration des contaminants entre les deux bâtiments de la zone des piétons au niveau du sol. Donc, c'est notre structure d'écoulement qui est produite par justement le bâtiment adjacent. L'aérodynamique urbaine, pourquoi c'est un problème complexe? Pour trois raisons. 1, l'écoulement il est toujours turbulent. 2, il dépend de la morphologie urbaine, donc le vent va être façonné par les bâtiments qui sont présents. 3, le vent il est invisible. Et les contaminants qui sont transportés par le vent, la plupart du temps, sont aussi invisibles. Donc on ne peut pas les voir. Et pour les étudier, il faut les faire visibles. On les fait visibles à travers de mesurer les effets. On peut mesurer l'effet de pression, de vitesse, de concentration, ça à échelle naturelle ou à échelle réduite dans une soufflerie, par exemple, Concordia. On peut aussi mesurer ces effets avec des modèles numériques, on peut les simuler numériquement. Donc on a identifié un besoin. Donc on a besoin d'un outil de modélisation capable de prédire la dispersion de polluants dans l'air, et cela pour caractériser et comprendre le mécanisme de transport des matières dangereuses dans l'air, et 2, pour développer des stratégies pour réduire les risques de contamination dans les espaces de travail. On a ici les trois grands objectifs de ce projet-là. Un, c'est identification, calibration et validation d'une méthode numérique pour faire des études de dispersion. Une fois le modèle identifié et calibré, on va l'utiliser pour faire une étude paramétrique de dispersion en milieu urbain. Et les résultats de cette étude paramétrique vont nous permettre de sortir des recommandations par rapport au choix de l'emplacement des prises d'air propres pour éviter les problèmes de réingestion de contaminants. Et on a travaillé sur 3 méthodes pour prédire la dispersion. HRS, c'est une association américaine qui est la plus utilisée en Amérique du Nord. Ils ont un modèle empirique de dispersion pour prédire la dispersion. On a la soufflerie à Concordia et on a des méthodes numériques, de simulation numérique. Le projet est divisé en 2 justement pour concentrer des efforts sur la partie expérimentale, partie 1 du projet, et la partie 2 était concentrée sur la simulation numérique. Il y a une synergie entre les 2 projets dans le sens que les données expérimentales qui viennent de la soufflerie vont être utilisées pour valider notre méthode numérique. Tous les résultats de ce travail-là sont présentés en utilisant le concept de dilution ou dilution normalisée. Donc, qu'est-ce que c'est la dilution? Si vous avez une concentration CE à la sortie de la cheminée et une concentration CR à un point quelconque dans l'espace, le rapport entre les deux me donne la dilution. Donc, plus proche de la sortie, la dilution est très basse, 1 ou très très basse. Si on s'éloigne, cette dilution va augmenter. C'est qui fait la dilution? C'est le vent. Le vent va diluer les contaminants. Donc, qu'est-ce que dit le modèle empirique de HRE? HRE, c'est une distribution gaussienne. Si on connaît la vitesse du vent, si on connaît la vitesse de sortie des contaminants, si on connaît les propriétés de la cheminée et quelques paramètres de dispersion, disons dans le sens transversal à l'écoulement, on peut savoir exactement la dilution dans les points qui sont marqués ici en rouge. C'est un modèle qui fonctionne très bien quand il s'agit d'un bâtiment isolé, donc il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de bâtiments adjacents. Ça fonctionne très bien pour des cheminées dans la prairie. C'est un modèle qui a été testé, il fonctionne super bien. Mais quand on s'approche, quand on est dans un milieu urbain, quand il y a des obstacles, là, ça ne fonctionne pas. Donc, un petit exercice, qu'est-ce que donne comme résultat? Dans l'axe ici, vous avez la dilution normalisée. Ça, c'est la distance sur le toit, dans la ligne ici. Donc, tout proche de la source, la dilution elle est très très basse. Au fur et à mesure on s'éloigne de la source, la dilution augmente. Donc, ça, c'est le type de résultat qu'on va obtenir avec le modèle HRE. La soufflerie, on va réduire notre vent, on va réduire notre modèle physique, on va contrôler les variables, on va faire opérer la physique, mais à une échelle réduite. Donc, il y a plusieurs paramètres à respecter pour que ça soit valide. Donc, entre autres, le nombre de Reynolds des bâtiments, le nombre de Reynolds à la sortie de la cheminée, et ainsi de suite.
Comment ça fonctionne pour la dispersion? On a le même bâtiment, on injecte un gaz traceur par la cheminée et on aspire à différents points sur la surface de ce bâtiment et on analyse les concentrations et on peut faire un mapping, la distribution des concentrations à la surface de ce bâtiment-là. Donc ça, c'est la façon de travailler en soufflerie. On revient à la figure. Maintenant, on ajoute les valeurs obtenues en soufflerie. Les valeurs de dilution en soufflerie sont les points carrés. Donc, si on les compare à HRE, HRE il est très conservateur comme approche. Normalement, HRE il est conservateur. Mais ici, il est doublement conservateur. Un, parce que par définition, il est conservateur. Deux, HRE, le modèle, il ne tient pas compte du bâtiment qu'il est en face. Donc, le bâtiment qu'il est en face, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accentuer le mélange en arrière du bâtiment. Il va accélérer la dispersion, il va accélérer la dilution. C'est pour ça qu'on obtient des valeurs plus élevées ici. C'est évident qu'RG, il ne fonctionne pas pour des groupes de bâtiments. La simulation numérique, qu'est-ce que c'est? C'est la résolution numérique des équations qui décrivent le mouvement des fluides. On appelle ça les équations de Navier-Stokes. Je veux juste indiquer les 3 étapes très importantes que nous on a identifiées pour mener une bonne étude de CFD. Il faut faire la définition du domaine, donc tout le domaine fluidique qu'on va modéliser. Il faut faire la définition de notre modèle physique. Ici, on a 2 bâtiments, mais ça peut être 3, 4, avec des formes différentes. Il faut faire la discrétisation spatiale, il faut faire un maillage, il faut subdiviser l'espace fluidique en petits volumes. Et c'est dans ces petits volumes qu'on va résoudre les équations de Navier-Stokes. Il faut choisir les équations pour l'écoulement, les équations pour la dispersion. Il faut établir les conditions frontières. Les conditions de frontière, par exemple, c'est quel profil de vitesse de vent qui va toucher le bâtiment. C'est quoi la vitesse de sortie des polluants à la sortie de la cheminée. Ça, c'est les conditions de frontière, ou conditions et limites. Un critère de convergence qui va nous dire, bon, ok, on accepte le résultat jusqu'ici, on arrête les calculs, ça c'est bon, on accepte, c'est correct. Et la validation. Tout ça, c'est un processus itératif. Donc, on essaie, on valide. La validation, c'est se comparer avec des valeurs de référence. Des valeurs de référence qui viennent, dans ce cas, des études expérimentales. Donc, on compare si ça marche bien, si ça ne marche pas. Il faut aller chercher, il faut aller changer soit les équations des écoulements, il faut modifier les modèles de turbulence, changer les modèles de dispersion. Donc, c'est un processus jusqu'à arriver au modèle, le meilleur modèle numérique possible. Et j'ai marqué en rouge ici l'écoulement, la dispersion et la validation. Ce sont 3 choses que je pense que c'est très important à s'arrêter un petit peu. L'écoulement. En CFD, il y a 2 façons de résoudre des problèmes. Soit en mode transitoire ou en mode stationnaire. En mode transitoire, ça veut dire qu'on va capturer les fluctuations dans le temps de l'écoulement. On va capturer les vortex, on va capturer les variations qui se produisent dans le temps. Dans un modèle stationnaire, on ne veut pas avoir ça, on veut avoir les valeurs moyennes. Imaginez que vous êtes à côté d'une rivière et vous regardez, il y a des roches, et en arrière des roches, il y a toujours des petites vortex qui se produisent. Donc, mais dès que vous reculez, vous prenez distance, vous vous éloignez de la rivière, vous ne voyez plus les vortex et les tout petits tourbillons. Vous voyez juste l'écoulement moyen de la rivière. C'est ça qui fait des modèles transitoires. Ils cachent les vortex, mais il ne les fait pas disparaître. Il les injecte comme... Ils injectent juste l'effet de la turbulence. On ne simule pas la turbulence, on considère juste l'effet de la turbulence dans l'écoulement moyen. Et ça se fait à travers des modèles de turbulence. Donc le modèle de turbulence va introduire l'effet de la turbulence. Pour avoir une idée, qu'est-ce que c'est faire des calculs en transitoire? LES, c'est une des approches transitoires, c'est Large Eddy Simulation. Il va calculer les vortex. Si je lance une simulation, c'est ça le type de résultat qu'on a normalement quand on est dans un mode transitoire. On capture les fluctuations, toutes les fluctuations. Dans un modèle stationnaire, c'est juste ça, les valeurs moyennes. Le projet a été complètement développé avec modèle stationnaire. Pourquoi? Parce que des modèles transitoires comme LES, ça prend beaucoup plus de temps à calculer. On parle ici de 10 à 20 fois plus de temps. Si un modèle stationnaire me prend une journée, LES, ça va me prendre 10 jours. Donc si on veut faire des études paramétriques,
c'est vraiment pas recommandable d'utiliser des modèles transitoires parce qu'on va passer la vie dedans. Bon, la dispersion, dans la nature, il y a 3 façons de transporter des espèces ou de disperser des contaminants. Soit par diffusion moléculaire, soit par advection, soit par diffusion turbulente. Si vous avez un verre d'eau et que vous ajoutez une cuillère de sel et vous laissez au repos, ben le sel va se mélanger avec le temps. Ça va prendre beaucoup de temps, mais ça va se mélanger. On appelle ça la diffusion moléculaire. Si ce petit verre d'eau, vous donnez un petit coup, vous ajoutez une petite vitesse de rotation, ben cette vitesse de rotation va aider au mélange. On appelle ça le mélange par advection. Maintenant, si vous ajoutez une cuillère et vous brassez le verre, puis le sel, vous allez créer de la turbulence dans le verre, donc le sel va se mélanger beaucoup plus vite. On appelle ça le mélange par effet à la turbulence. Cette équation que je vous montre là, c'est très important de comprendre que dans un milieu urbain, ce qui prédomine, c'est le mélange par turbulence. C'est le mécanisme qui favorise, qui est plus présent, qui est plus fort. Cette équation-là, c'est une approximation de la diffusion turbulente. Le terme qui est à gauche, c'est le transfert de masse par effet de la turbulence, qui est proportionné à un coefficient de diffusion turbulente, D, CT, et à un gradient de concentration. Ce qui est important à retenir ici, c'est que ces coefficients de diffusion turbulente dépendent de la viscosité qui est calculée, il dépend d'un nombre de Schmitt. Ce nombre de Schmitt, quand on fait une simulation numérique, il faut l'imposer. Il faut imposer ce nombre de Schmitt pour faire le calcul de transfert par turbulence. Et là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va choisir comme nombre de Schmitt? Est-ce qu'on va choisir 0.1? Est-ce qu'on va choisir 0.3? Est-ce qu'on va choisir 0.7? Vous voyez clairement qu'il y a la dispersion se fait de façon différente pour les 3 choix. Il y a des articles qui parlent de ça, qui choisissent un plutôt que l'autre. Il faut choisir un. Et ici, c'est quand les données expérimentales prennent toute son importance et toute sa force. Donc les données expérimentales vont nous aider à chercher la valeur de Schmitt number. Donc c'est la même figure que vous connaissez. Ça, c'est les données expérimentales, les carrés. Et les 3 lignes que vous voyez ici, c'est les résultats de la simulation numérique. Schmitt.1, 0.3, 0.7. Et clairement, le Schmitt.3 s'approche très bien des valeurs expérimentales. Ça, c'est ce qu'on appelle la validation. Cette validation-là, ça nous rassure, ça nous aide à être confiants que notre modèle est correct. On a fait ça pour la dispersion, on fait la même chose pour les modèles de turbulence, on fait la même chose pour le maillage, c'est ce qu'on appelle la validation. Donc pour finir la partie méthodologie, la validation. Moi j'aime bien cette citation ici, que la présomption d'innocence des calculs faits en CFD, ça ne compte pas. C'est toujours mauvais, sauf si on est capable de démontrer le contraire. C'est ça ce qui fait la validation. Ça nous aide à prouver que notre modèle CFD, il fonctionne. Comme je vous ai montré tout à l'heure, et ça nous aide à prouver que c'est le meilleur maillage, c'est le meilleur modèle de turbulence, c'est le meilleur coefficient de diffusion turbulente. Donc la validation, c'est une étape très importante dans ce travail-là. Je vous présente les cas qu'on a étudiés. Donc, mon collègue Body a fait une montagne de cas. Il a étudié toutes sortes de configurations, de dimensions de bâtiments, d'emplacements de cheminées, différentes hauteurs, différentes vitesses d'expulsion, beaucoup de données expérimentales. Et moi, ce que j'ai fait, c'est de prendre quelques-uns pour valider la méthode numérique. Donc, on a pris les résultats expérimentaux pour valider la méthode numérique. Une fois la méthode numérique validée, avec un certain degré de confiance, on a utilisé cet outil pour faire une étude paramétrique. Notre étude paramétrique, on a identifié 3 configurations. L'effet d'un bâtiment en amont, l'effet d'un bâtiment en aval et l'effet de mettre un bâtiment émetteur entre deux. Pour chaque configuration, on a 4 paramètres qu'on a regardés, soit l'auteur du bâtiment, soit la largeur du bâtiment, soit la longueur du bâtiment, soit l'espacement entre les bâtiments. Donc la beauté de la CFD, c'est qu'il nous permet de faire facilement des études paramétriques, de changer des variables. On est déjà très confident avec les modèles, maintenant on peut faire l'étude paramétrique. On a laissé la cheminée à une hauteur fixe et un emplacement fixe. Ça, c'est un tableau, juste pour résumer
la quantité de cas qu'on a simulés de façon numérique. Le numéro 1, ça veut dire UHE, c'est upswing de hauteur 1, upswing de hauteur 2, 2, 3, 4. Ça veut dire que le bâtiment il a 2 fois l'hauteur du bâtiment émetteur ou 3 fois l'hauteur du bâtiment émetteur, et ainsi de suite. Pour la longueur, pour la hauteur, pour la longueur, la largeur, et tous les paramètres que je vous ai montrés. En tout, on a fait 33 cas numériquement. Comme je disais au début, tous les résultats se sont exprimés en termes de dilution. Donc ça, c'est un résultat typique de CFD. C'est la distribution de la dilution dans un plan longitudinal. C'est le plan qui est ici. Donc vous voyez que tout près de la cheminée, la dilution est très basse, c'est rouge. Plus on s'éloigne, plus cette dilution augmente. Donc c'est assez intuitif ce qui arrive. Donc si on compare ça avec la courbe que vous connaissez, voilà, la ligne noire, c'est la distribution de la dilution à la surface de ce bâtiment-là. Donc ce que cette courbe nous dit, c'est que tous les contaminants sont concentrés plutôt en aval de la cheminée, et en amont de la cheminée, la dilution elle est très élevée. Donc il n'y a presque pas de contaminants en amont de la cheminée. Qu'est-ce qui arrive si on ajoute un bâtiment en amont? Ça, c'est un petit bâtiment, double de la hauteur. On voit tout de suite que le champ de distribution change. Les polluants basculent vers l'amont de la cheminée. Et ça se reflète aussi dans la figure. Donc, on avait un bâtiment isolé, maintenant on a un bâtiment UH2 juste en amont. Et là, il y a une descente drastique de la dilution en amont, et il monte en aval. Ça veut dire qu'il y a un transfert de contaminants d'un côté vers l'autre, juste par la présence de ce bâtiment UH2. Si on ajoute un bâtiment un peu plus haut, UH3, ça continue à transférer des contaminants en aval vers en amont. Si on continue à monter la hauteur du bâtiment en amont, on arrive jusqu'à UH4. Ici, c'est très intéressant à regarder qu'à la fin, il y a un comportement asymptotique. Ça veut dire qu'il y a un moment où la variable, il n'y a pas d'influence dans la distribution de la dilution. Et ça c'est un bon indice dans le sens que ça peut nous donner une idée. La plage où les variables influencent le comportement de l'écoulement. Ça, c'est juste pour la hauteur. On a fait la même chose pour la largeur, pour la longueur, pour la distance. Donc, on peut identifier chaque variable et le rang d'opération de cette variable-là. Donc, je ne vais pas vous montrer les autres résultats parce que ça se répète. Ça se trouve tout dans le rapport pour les autres deux configurations et pour toutes les autres variables qu'on a présentées. Mais on s'est dit, OK, c'est bon de prédire la dilution, mais nous, il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on veut avec ce projet-là, c'est de donner des indices, de donner des idées par rapport à l'emplacement des entrées d'air. Donc, on a fait un post-processing des données et on les a présentées d'une forme graphique plus facile à interpréter. Donc, interprétation du champ de dilution sous forme graphique. Donc, pour dire si un endroit il est bon ou pas pour installer une prise d'air, il faut établir un critère d'acceptabilité. Ça veut dire qu'il faut donner des conditions. Cette mur ici doit avoir une dilution de 3000 pour que ce soit un endroit propice pour installer une entrée d'air. 3000 sur 1, dilution de 3000, ce n'est pas un chiffre qui tombe du ciel, c'est un chiffre qui a été proposé par Wang et Ratcliffe pour éviter des odeurs, des problèmes de santé pour un vaste groupe de contaminants. Il a testé 350 contaminants. Il a dit, bon, si on les dilue de 3000 fois, on est correct, on peut installer une prise d'air, il n'y a pas de problème pour la santé des gens qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est notre critère d'acceptabilité, 3000. Si on passe 3000 sur 1 par notre normalisation, ça devient 6. Entre 3000 et 6, c'est la même chose, c'est juste qu'on a fait une normalisation. Mais ça veut dire exactement la même chose. Donc, DN6, c'est le numéro magique pour savoir si on peut ou on ne peut pas installer des prises d'air. On a créé des isosurfaces. Les isosurfaces, c'est une espèce d'enveloppe. Une enveloppe qui va me dire jusqu'ici, DN6, et la dilution, c'est 6. À l'intérieur de cette enveloppe-là, tout l'air est contaminé parce qu'il y a une dilution moindre que 6. En dehors de cette enveloppe-là, la dilution est supérieure à 6, donc c'est bon, vous pouvez installer une prise d'air. Donc, ce qui est à l'intérieur de ce nuage rouge, de l'air contaminé, ce qui est à l'extérieur, c'est de l'air propre. Ça, c'est très utile pour quelqu'un qui veut décider où placer les prises d'air propre. Si on l'installe ici, on a un problème parce que c'est de l'air contaminé qui va entrer dans le bâtiment.
Si on l'installe ici, ça c'est l'endroit indiqué, on va avoir de l'air propre qui va entrer dans le bâtiment. On a passé tous les résultats qu'on a obtenus par ce critère de dilution. Et on a créé cette espèce de patate grise que vous voyez là. C'est l'isosurface 6 qui va me dire où sont les places à éviter, où sont les places à installer des prises d'air propre. Juste qualitativement, si vous regardez ce qu'on a fait en soufflerie, ça donne quelque chose de très similaire. Donc si on change la hauteur, la patate va changer comme ça. Donc on voit clairement les endroits où sont à éviter pour éviter la réingestion des contaminants. Encore là, si on regarde qualitativement ce qu'on a fait en soufflerie, on voit ici la fumée, c'est très proche de ce qu'on a obtenu numériquement. Pour le cas d'un bâtiment naval, c'est la même chose. On ajoute un bâtiment naval, on change l'auteur, on voit comment est-ce que la zone toxique, sa forme change. Ici, si on se compare avec ça, avec la soufflerie, on voit encore cette espèce de downwash qui va aller concentrer les contaminants au niveau du sol. C'est exactement ce qu'on obtient de façon numérique. On a passé tous les résultats par ce critère de dilution. Donc la personne qui va consulter ce rapport peut se repérer facilement. On propose une deuxième interprétation des résultats. Ça, c'est le bâtiment isolé. On s'est dit, les gens qui vont décider où installer les prises d'air propre, ils veulent savoir juste qu'est-ce que se passe au niveau des surfaces. Ils ne veulent pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'espace. Donc ici, on a juste la surface, juste le toit du bâtiment. Donc le rouge indique à éviter, le bleu, c'est correct. Donc si on ajoute le bâtiment en amont, c'est ça qui arrive. Donc on veut clairement ici la superposition des effets des bâtiments en amont. On peut très facilement identifier les cas plus critiques ou le cas général. Ça, c'est juste pour le toit du bâtiment qui émet des contaminants, mais on peut répéter la même chose pour toutes les surfaces, même pour les surfaces des bâtiments adjacents. Pour résumer et conclure, il y a une vaste collection de données expérimentales de modélisation en soufflerie, rapport 848. On a mis en place un outil de simulation numérique, CFD, rapport 849. Avec cet outil de simulation, on a réalisé une étude paramétrique de dispersion en milieu urbain. On a interprété les résultats de façon graphique pour l'emplacement des prises d'air propre pour éviter la réingestion de contaminants. C'est un message que je voudrais que vous gardez pour la maison. Ce sera le point 5. C'est qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a surtout développé une méthode hybride. Cette méthode hybride, c'est de travailler avec des méthodes expérimentales et numériques pour aborder des problèmes de qualité d'air. C'est très important, on a compris pendant ce projet-là, qu'il faut faire les deux. N'importe qui maintenant peut télécharger le logiciel CFD et rouler des calculs sur son ordinateur. Mais avoir des données expérimentales, c'est toute une autre histoire. Donc la validation des résultats numériques avec des données expérimentales, ça va ensemble. Ce que nous on appelle la méthode hybride et qui a été établie pendant tout le déroulement de ce projet-là. Donc merci beaucoup.